Que le missile ait explosé ou pas, le navire a été mis hors de combat, parce que c'était ça l'objectif. Le couler, c'est un bonus. Quand on tire un exocet sur une grosse unité, on sait qu'on ne va pas la couler, mais le but du jeu, c'est de mettre hors de combat. Et là, victoire totale. Alors, on va parler des super-étendards argentins. Donc, quand on a évoqué les ouvrages de Jean-Louis Bernard qui traitaient des super-étendards qui avaient été utilisés par les Irakiens donc au milieu des années 80, j'avais eu une question, c'était les pilotes français qui avaient combattu pour l'Irak. Et donc, j'avais répondu non, pas de pilotes français sur les super-étendards au combat, que ce soit en Irak et en Argentine. J'ai commencé à bosser sur les super-étendards argentins, puisque chronologiquement, c'est eux qui commencent. On va vous raconter comment ils ont combattu et ce que ça aurait pu donner, à quoi ils ont servi, comment ça a commencé. C'est parti. L'histoire du super-étendard, je vais y revenir très rapidement. C'est un avion qui est commandé par la marine au début des années 70 pour succéder aux étendards 4. Et il y a eu plein de projets. Il y a eu du projet du A4 Skyhawk, il y a eu le projet du A7 Corsair, et il y a eu le projet du Jaguar M. Et le Jaguar Marine est tombé à l'eau. Non, pas lui-même, l'avion est préservé aujourd'hui, il est visible à Rochefort, au musée de l'aéronautique navale de Rochefort. Mais les pilotes d'essai qui l'ont utilisé ont trouvé que sous certaines conditions, l'avion était légèrement sous-motorisé. Par exemple, en cas de panne d'un moteur avec un avion chargé de bombes, il était extrêmement difficile de maintenir l'altitude pour pouvoir faire un circuit et revenir à ponter sur le porte-avions. Et ça a été rédhibitoire. Dassault est arrivé en disant « Bon, bah arrêtez vos bêtises là, nous on va faire un truc, on va prendre l'étendard et on va l'améliorer. » C'est devenu le super-étendard. Et le super-étendard tient tellement de l'étendard que les prototypes du super-étendard étaient en fait des étendards sur lesquels on avait mis les ailes prévues pour le super-étendard et je crois l'avionique, enfin le radar du nouvel avion. Donc le super-étendard est réellement le successeur de l'étendard, au point qu'il y a plus que des similitudes entre les deux avions. C'est un peu la même chose que le CL415 et le CL215. Le truc, c'est que voilà, c'est un avion monomoteur. Le SEM en cas de panne d'un moteur était plus facile à gérer. Il n'y avait qu'une seule solution, c'était l'éjection point barre. Effectivement, j'avais pas trop prévu de parler du super-étendard dans la marine française, mais la carrière du super-étendard dans l'aéronavale française, elle est extraordinaire, parce que c'est l'avion qui a fait tous les combats. Un peu la même chose que pour le Jaguar, pour l'armée de l'air. Ils ont été de tous les combats. Il faut juste se rendre compte que quand le super-étendard rentre en service, il y a 4 ou 5 accidents graves sur les 2 ou 3 premières années, et il y a 3 ou 4 morts. Il y a 3 ou 4 pilotes qui se tuent, dont un à l'appontage, par exemple. Le commandant de la 11F qui s'est tué à l'appontage dans le golfe Persique. Et après, pendant quasiment 20 ans, il n'y a pas eu un seul accident mortel sur super-étendard entre le milieu des années 80 et je crois que le dernier accident mortel, il doit dater de 2009, quelque chose comme ça. Une collision en vol où malheureusement le pilote instructeur Sébastien Léritier a été tué. Il y a 19 ans où il y a des accidents, il doit y avoir quelques éjections, mais il y a 0 mort. Et l'avion, en fait, alors qu'il est utilisé dans les conditions les plus incroyables, les plus difficiles qui puissent exister, l'avion s'est montré totalement fiable. Ils ont fait des missions délirantes, y compris en Afghanistan. Et jusqu'en 2016, quand il est retiré du service en mai 2016, en fait, il a même participé à des missions de combat au mois de janvier juste avant. C'est un avion qui a fait un nombre de missions de guerre hallucinant, alors que c'est un avion qui est très étroit, pas très confortable visiblement, et qui est quand même très très rustique. Et donc c'est un avion qui a une histoire qui est assez géniale pour ça, parce que c'est vraiment un avion... c'est pas l'avion qui fait rêver, c'est pas des performances sur le papier qui explosent les rétines, mais quand on regarde sa carrière, c'était un avion qui était bien foutu, bien pensé, en tout cas, qui a bien fait les missions pour lesquelles il avait été pensé. La production des super-étendards, ça commence au milieu des années 70. Le premier vrai super-étendard de série, donc le 1, fait son premier vol en 1977, et la fin de production, c'est 1982. Au départ, la marine française devait en avoir une centaine, et puis finalement, ils en ont eu que 70, et il y a eu un total de 85 avions produits, parce qu'il y en a eu 14 pour l'Argentine. L'Argentine, en 1979, a besoin de renforcer un petit peu ses moyens aériens offensifs qui étaient constitués de A4 Skyhawk. C'est des bons avions, le Skyhawk, c'est vraiment une très bonne machine, mais
Ils avaient besoin de quelque chose d'un petit peu plus moderne en termes de système d'armes. Et le super-étendard avec l'Exocet était un engin de lutte anti-marine, anti-navire qui était vachement bien. En tout cas, sur le papier, sur lequel il y avait un énorme potentiel. Et effectivement, en 79, il y a un contrat qui est passé pour 14 super-étendards avec, je crois, 14 missiles Exocet, des missiles Matra Magic pour l'autoprotection, parce que le super-étendard n'est pas vraiment un avion de chasse, il n'a pas été vraiment pensé pour l'interception, pour une raison toute simple, sur les porte-avions français à cette époque-là, la défense aérienne, c'était le rôle du Crusader. Dans les années 70, le Crusader, il est quand même commence à être un petit peu périmé. Malgré tout, l'Argentine, alors qui est à ce moment-là dirigée quand même par une dictature militaire, faut quand même pas le nier, mais c'est un client comme un autre, Dassault, et Dassault est autorisé par le gouvernement français à vendre donc des super-étendards à l'Argentine, contrat donc signé en 1979. En 1980, il y a un certain nombre de pilotes argentins qui débarquent en France, qui arrivent à Landivisiau, à la flottille 14F pour être formés sur super-étendards. Alors, je ne sais pas combien ils étaient, mais ils étaient aux alentours d'une dizaine, et ils ont fait chacun, je crois, quelque chose comme 50 heures de vol sur super-étendard pour apprendre à utiliser le système d'armes, et ils ont été aussi qualifiés sur le porte-avions Clemenceau, me semble-t-il. À la fin de leur stage de formation, ils repartent en Argentine, et entre-temps, les premiers super-étendards argentins ont été livrés à Landivisiau. Ils ont pu aussi s'entraîner sur leurs propres avions. Alors, pour les spotters, les numéros de série des avions qui ont été livrés pour le premier lot en Argentine, les 5 premiers, qui ont été donc livrés entre mars 81 et avril 81, sont les numéros 49, 51, 53, 54 et 55. Après avril, une fois qu'ils ont été livrés, ils sont acheminés en Argentine par bateau et ils arrivent en novembre 81 en Argentine pour former la 2e escadre de chasse et d'attaque sur la base Comandante Espora. La base sur laquelle les super-étendards sont affectés, elle est ici. Les Malouines sont là. Et là, vous avez donc la base Callego et la base de Rio Grande qu'ils ont utilisées pendant la guerre des Malouines. Les cercles rouges, c'est 500 km de rayon, ce qui correspond en gros à 1 heure de vol. Et on voit que, s'ils étaient restés basés là, pour aller attaquer la flotte anglaise qui était autour des Malouines, qui était dans ce secteur-là, ça aurait été compliqué. Donc c'est pour ça que les avions ont été acheminés ici à Rio Grande, qui était la base la plus proche des Malouines, donc à tout juste 500 km. En termes de moyens, l'Argentine à ce moment-là dispose de 2 C-130H qui peuvent ravitailler en vol les chasseurs. Donc ils ont eu la possibilité d'utiliser 2 ravitailleurs en vol pour leur mission. Et on va voir, les missions qu'ils ont faites pendant la guerre des Malouines ont pris parfois beaucoup de temps et ce n'étaient pas des missions faciles du tout. La guerre des Malouines, elle est déclenchée alors pour des motifs visiblement politiques internes à l'Argentine. Ceci dit, ça fait très très longtemps, et c'est toujours le cas aujourd'hui, où l'Argentine revendique la propriété des Falklands, des îles Malouines, des Malvinas pour les Argentins, parce qu'on le voit, elles sont quand même assez proches de la côte argentine, et que c'est une possession, c'est un protectorat, enfin je ne sais plus quel est le statut précis, mais c'est la couronne britannique qui est responsable des Malouines. Et en fait, dans les années 80, avec la crise pétrolière de 73, tous les endroits où on peut penser qu'il pourrait y avoir des grosses nappes de pétrole maritimes, ça devient des objectifs stratégiques. Et il y a des études qui sont faites autour des Malouines dans les années 70 qui indiquent qu'il pourrait y avoir du pétrole dans le coin. Donc là, les tensions, elles sont montées très fort. Alors, il n'y avait pas le porte-avions Valentín Chico de Mayo. Bien sûr que si. Les super-étendards étaient destinés à opérer depuis la base qui est ici, mais aussi sur le porte-avions 25 de Mayo. Alors, le porte-avions, puisqu'on en parle, le 25 mai, c'est la date de la fête nationale argentine. C'est un navire qui a été construit en 1943 pour, accrochez-vous, les Anglais, puisque c'est le ex-HMS Venerable, c'est-à-dire un porte-avions de la classe Colossus, qui après est passé aux Pays-Bas et qui était baptisé Karel Doorman, qui a été victime d'un incendie en 1968. Les Néerlandais se sont dit, bon, porte-avions, on dégage, on répare pas. Les Argentins ont dit, nous on reprend la coque, et ils ont fait des travaux, ils l'ont rendu compatible à nouveau avec les Skyhawk. Et au moment où la guerre des Malouines se déclenche, les travaux nécessaires pour utiliser les super-étendards depuis le porte-avions n'ont pas encore été faits. Donc de toute façon, ils n'auraient pas pu
Bon, sauf que bon, la guerre oblige des fois des trucs, bon, bref. Mais théoriquement, les super-étendards n'auraient pas pu être engagés depuis le porte-avions parce qu'il n'était pas encore équipé pour pouvoir catapulter et supporter le poids des super-étendards sur son pont. Je ne sais plus quels étaient les travaux à faire, je regarderai, on en reparlera. Mais en tout cas, le porte-avions n'était pas totalement compatible avec les super-étendards au moment où la guerre a commencé. Alors, pour donner une petite idée de la carrière donc, du porte-avions après la guerre, il est retiré du service en 1997 officiellement, mais ça faisait un moment qu'il naviguait quasiment plus. En gros, il a navigué jusque dans les années 80, mais après, il est devenu impossible à entretenir. Et il a été ferraillé vers 1999-2000. Donc, pour équiper ses bases et son porte-avions, l'Argentine achète 14 super-étendards. En 81, elle reçoit le premier lot, c'est-à-dire 5 super-étendards et 4 missiles Exocet. Et le 25 mars 82, c'est-à-dire 3 ou 4 mois après l'arrivée des avions, l'Argentine déclenche les opérations. Et puis le 2 avril 82, 2500 soldats argentins débarquent au Malouines. Donc 2500 soldats, c'est pas un gros contingent. Il y a une résistance de principe de la petite garnison britannique qui était sur place, mais très vite ils se rendent. Et les Argentins organisent une occupation des Malouines militaires, avec une présence accrue, des hélicoptères, des avions. Il y a eu des Skyhawk qui ont été basés un temps, il y a eu des Pucara aussi effectivement qui ont été basés aux Malouines. Les C-130, les avions qui faisaient la navette, et les Argentins renforcent leur position sur place. Pendant ce temps-là, les Anglais, qui visiblement avaient vu arriver le truc, ont monté donc une flotte, et qui est partie donc d'Angleterre pour aller en Amérique du Sud. Dans le même temps, la France et le président Mitterrand prononce un embargo sur les armements à destination de l'Argentine parce que vis-à-vis du droit international, envahir un territoire ennemi, ça se fait pas. C'est une leçon que certains devraient retenir, mais globalement, envahir un pays étranger, c'est ce qu'on appelle un casus belli, de facto. Mais oui, voilà, c'est un cas de guerre. Il y a une invasion, oui, il y a une riposte. Et à la tête du gouvernement de la Grande-Bretagne, à cette époque-là, il y a Madame Thatcher qui est quand même réputée pour être pas facile, et pour pas se laisser faire. Et même si la Royal Navy est un peu plus puissante qu'aujourd'hui, il y avait du matos quand même, ils ont rassemblé tout ce qu'ils ont pu, ils ont constitué une armada, ils sont descendus droit vers le sud. Avec l'embargo prononcé sur l'armement par le gouvernement français, la livraison des super-étendards supplémentaires et des Exocet supplémentaires qui était prévue quelques jours plus tard, c'est-à-dire le 12 avril, ça se joue à quelques jours près, ne se fait pas. À quelques jours près, l'Argentine aurait pu disposer de 14 super-étendards et de 14 missiles Exocet. Quand on voit ce qu'ils ont fait avec les 5 qu'ils avaient, le sort de la guerre aurait peut-être été légèrement différent. Pendant le transit, notamment quand les bateaux sont du côté du golfe de Gascogne, la chasse française attaque la flotte britannique pour entraîner les pilotes et tout ce qui est défense antiaérienne. Par exemple, les pilotes de Mirage 3 tombent sur les Harrier et les étrillent. Les pilotes de Harrier ont compris que face au Mirage 3, leur avion était très maniable, très manœuvrant, décollage vertical, tout ce que vous voulez, mais un avion qui dépasse Mach 1 et qui peut s'échapper comme il veut et attaquer comme il veut, c'était quelque chose d'assez difficile à gérer. Et puis les super-étendards de l'aéronautique navale, ils font des passes pour simuler les attaques de tirs d'Exocet sur la flotte, histoire de dire aux Anglais, attention, regardez bien comment on fait, parce que c'est comme ça que les Argentins vont vous attaquer. Et visiblement, les avertissements ont été très bien reçus de la part des Britanniques, qui dans le même temps, au niveau diplomatique, se sont dit, oulala, chaud patate les Exocet, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour que les Argentins ne puissent pas, par le marché noir, récupérer d'autres missiles. Et ça, c'est un des pans assez peu connu de la guerre des Malouines, c'est-à-dire que les Britanniques ont acheté tout ce qu'ils ont pu trouver comme missiles Exocet sur le marché d'occasion. Alors, via des intermédiaires israéliens, via l'Afrique du Sud. Et par exemple, ils ont essayé de mettre la main sur les Exocet qui étaient destinés au Pérou à ce moment-là. C'est une grosse opération. Ça a inspiré ce roman de Jack Higgins qui s'appelle Exocet.
qui est paru en 83 en Angleterre et qui raconte justement sous forme de roman ce qu'a pu être cette quête des exocètes pour empêcher les Argentins d'en récupérer plus. Et c'est très court et c'est un bon polar. Je pense que c'est pas historique, c'est pas authentique, mais c'est une bonne histoire. Donc puisqu'on parle de lectures qui sont sympas parfois, ça c'en est une. Le conflit, c'est un conflit à ce moment-là, on va dire un peu larvé, même s'il y a eu déjà des victimes, notamment pendant l'invasion argentine et sur la résistance de la petite troupe qui était déjà présente au Malouines. On est quand même sur un truc, je ne vais pas dire cool, mais c'est pas d'une violence extrême. Le problème, c'est que comme arrive la flotte, arrivent aussi les sous-marins. La flotte argentine sort. À ce moment-là, les Anglais disent « Attention, messieurs les Argentins, nous considérons que la zone de 200 nautiques autour des Malouines est une zone d'exclusion et que si on voit le moindre navire à vous dans ce coin-là, on tire à vue. Avertissement. » Et c'est un croiseur, le général Belgrano, le 2 mai, qui est en patrouille plutôt au sud des Malouines, à la limite, et ça a été une grosse polémique, et ça l'est toujours aujourd'hui, à la limite de la zone d'exclusion, il tombe sur un sous-marin nucléaire, le Conqueror, britannique, et le Conqueror, avec les ordres précis de son amirauté, ouvre le feu, tire 2 torpilles sur le bon vieux croiseur général Belgrano, et le coule. Il y a 1100 personnes, enfin 1100 marins à bord du général Belgrano, il y a 300 morts. Et pour vous donner une idée du désastre pour l'Argentine, que ces 300 morts-là, c'est la moitié des pertes argentines de toute la guerre des Malouines. C'est une guerre qui a fait aux alentours de 1000 morts au total. C'est pas une guerre d'une très grosse intensité, mais il y en a eu 300, rien que sur le général Belgrano. Et d'après ce que j'ai lu, globalement, c'est l'explosion de la 2e torpille qui est arrivée sur un point faible du navire. Et la plupart des morts, c'est pas des morts noyés, c'est des gens qui étaient au mauvais endroit quand le bateau a explosé, en partie. Et puis derrière, les hommes ont pu évacuer en grande partie le navire en train de couler, sauf que c'était en fin de journée et ils ont attendu toute la nuit sur leur radeau de pouvoir être récupérés. En plus, comme c'était par silence radio, les bateaux qui étaient autour se sont aperçus de rien. Enfin bon, il y a toute une histoire là-dessous. C'est pas de l'aérien, c'est du maritime, mais c'est une sacrée affaire. Et ça reste encore quelque chose d'assez douloureux pour les Argentins, cette affaire-là. Conséquence de l'attaque, c'est que le reste de la guerre, les bateaux argentins vont rester au port parce que la présence des sous-marins nucléaires d'attaque britanniques est un danger pour leurs vieux bateaux. Ils s'en sont aperçus avec le Belgrano, donc du coup le porte-avions il n'est pas sorti. Le fait qu'il n'y avait pas de super-étendards mais des Skyhawks potentiellement à bord n'a pas empêché les super-étendards et les Skyhawks de participer à la guerre et de façon très intense. Pour parler du bilan de la guerre au total, qui va durer quasiment 2 mois, c'est 258 morts du côté anglais, 649 côté argentin, donc 310, je crois, ou 320 pour la marine, pour le général Belgrano. On voit bien, c'est un moment important. À ce moment-là, les super-étendards donc, sont sur leur base habituelle, et ils déménagent sur la base de Rio Grande, et l'information parvient aux Britanniques par les coopérants français. Parce qu'effectivement, il y a des Français qui sont en Argentine à ce moment-là. Il y a 11 techniciens français qui accompagnent les super-étendards sur la base d'origine. Donc il y a 5 techniciens d'assaut, 1 de Sagem, 1 de la SNECMA, 2 de Thomson et 1 d'aérospatial. Bon, 5 pour Dassault pour la cellule, 1 pour Sagem pour le radar, 1 pour SNECMA pour le réacteur, 2 de Thomson, ça doit être aussi pour les radars ou je ne sais plus, et puis 1 d'aérospatial pour les missiles. Et au début de la guerre, donc ils ont 5 avions, 5 missiles, 10 pilotes qualifiés qui ont entre 50 et 60 heures de vol sur le super-étendard. Ils ne sont pas très expérimentés dessus. Et ils prennent la décision donc de déménager 4 avions, seulement 4 super-étendards sur la base de Rio Grande et d'en laisser un au nord comme stock de pièces détachées parce qu'avec l'embargo, ils savent qu'ils ne vont pas toucher une seule pièce de rechange de la part de Dassault et de toutes les autres entreprises. Il y a 4 avions, il y a 5 missiles. Et attention, là ça va être fort. Ils font 5 missions. Le 1er mai, Jorge Colombo et Carlos Machetanz
tente une première mission et à la suite d'une panne au moment du ravitaillement en vol sur le C-130H, visiblement l'avion de l'ailier a une panne de transfert, donc ils font demi-tour, ils rentrent à la base. 1er mai, donc pas de mission. Ils étaient partis avec chacun un Exocet. Le 4 mai, 2 pilotes décollent. Donc il y a Augusto Bedacart qui vole sur le 3A202. Donc c'est l'avion qu'on voit ici. Ça, c'est une photo qui est prise en Bretagne avant la livraison. Et il est accompagné du 3A203. Donc c'est pas celui-là, c'est celui qui est livré juste avant. Il décolle sur renseignement. Alors, il décolle sur mission. Dans le coin, il y a un P2 Neptune, le Mercurio, le 2P112, qui est en train de patrouiller, qui détecte une cible. Et donc les super-étendards savent qu'il y a des targets dans un secteur. Ils s'approchent à basse altitude. Ils ont ravitaillé en vol un petit peu avant. Ils arrivent à basse altitude, ils montent pour faire une détection avec le radar. Très courte, et ils replongent. Ils ont acquis la cible. Ils tirent leurs missiles. Il y a 2 missiles qui partent, un chacun. Et alors, je ne sais pas lequel a touché, mais il y en a un qui a tapé. Et c'est un navire qui s'appelle le Sheffield qui est touché. Là, ici, vous avez donc le missile Exocet avec un Matra Magic sur un super-étendard argentin. Ça, c'est la configuration. Alors ça, c'est une configuration qu'ils n'ont pas utilisée parce que je crois qu'ils n'avaient pas les missiles RR pour les missions, je ne suis pas sûr. Et voilà, le Sheffield, ce que ça a donné quand le missile a tapé. Alors, le Sheffield a détecté le missile arrivant. L'Exocet, c'est un missile tiré-oubli, c'est-à-dire qu'une fois que la cible est acquise, c'est l'autodirecteur du missile qui se charge de tout et l'avion peut faire demi-tour, ce que les pilotes argentins ont fait. Ils ont tiré leur missile. Le missile a été détecté par le Sheffield, visiblement. Le premier a été leurré, mais le deuxième est passé, et le deuxième a tapé. Et le deuxième, il a tapé dans la cafétéria. Alors, il y a une polémique. Est-ce qu'il a explosé? Est-ce qu'il n'a pas explosé? Les Anglais disent que le missile n'a pas explosé. Ok, très bien, on veut bien les croire. Le résultat, c'est que missile explosé ou pas, le navire a été mis hors de combat et il a fait 20 morts, malheureusement. 20 morts, 20 blessés. Le navire a été mis hors de combat, il a brûlé une partie de la journée. En milieu d'après-midi, ils l'ont évacué. Après, ils ont tenté de remorquer le navire pour le ramener vers les îles Ascension pour éventuellement le sauver. Et puis, ils sont tombés sur une grosse tempête et le Sheffield a coulé. Alors, le Sheffield, c'est un destroyer type 42. Il y a 268 hommes à bord. Il était principalement utilisé comme piquet radar, parce que il était équipé de moyens de détection et en fait il y avait 5 ou 6 type 42 autour des Malouines qui servaient pour détecter l'arrivée d'éventuels avions de combat argentins. Le fait d'avoir perdu le Sheffield a obligé à reculer un tout petit peu la ligne de détection radar, alors réorganiser, ce qui a posé des problèmes pour la suite des opérations. Donc avec 2 missiles, les Argentins ont déjà eu... C'est une victoire tactique finalement parce qu'ils ont réussi à repousser un petit peu les navires anglais. Korikaza qui nous dit une étude de 2018 dit que le missile a explosé. Et quelque part, ça ne change rien à l'histoire. Que le missile ait explosé ou pas, le navire a été mis hors de combat parce que c'était ça l'objectif. Le couler, c'est un bonus. Quand on tire un Exocet sur une grosse unité, on sait qu'on ne va pas la couler. Il n'y a pas assez de puissance pour vraiment la couler directement en tout cas, mais le but du jeu c'est de mettre hors de combat. Et là, c'est victoire totale puisque le Sheffield a été réellement mis hors de combat et en plus il a coulé plus tard. Le fait qu'il a été remorqué, etc., s'ils étaient parvenus à le remorquer, à le mettre dans un chantier naval et le réparer, le bateau aurait été indisponible pour le reste de la guerre. Donc de toute façon, le coup est joué, le coup est bon, tout simplement. Il y a la charge utile du missile Exocet, c'est 165 kg d'explosifs. Alors ça paraît beaucoup comme ça, mais sur un gros bateau, il faut que ça tape au bon endroit. Alors, les Anglais avaient quoi comme avion à l'époque? Pour la défense aérienne, ils avaient des Harrier. Et le Harrier, c'est un bon avion parce qu'effectivement, il décolle et il atterrissait verticalement, donc on peut l'utiliser, et on va le voir sur des avions, sur des bateaux qui ne sont pas des porte-avions finalement. Leurs porte-avions, ils avaient 2 ou 3 porte-avions dans le coin qui utilisaient des Harrier, donc c'est soit les Sea Harrier où il y avait des Harrier GR3 de la RAF, donc il y avait des avions de la Navy et de la RAF, assez proches finalement, qui étaient utilisés de la même manière. Ils ont eu de la chance parce que globalement, face au Mirage 3, enfin au Dagger qui était utilisé par les Argentins ou au Skyhawk, les Harrier ont eu le travail qui était facilité par un facteur tout bête, c'est que
les avions de combat qui arrivaient d'Argentine, ils avaient un playtime au-dessus des Malouines qui était relativement court. Et donc, ils arrivaient, larguaient leurs bombes et ils se carapataient. Et donc là, c'était facile d'aller les intercepter. Si les combats aériens avaient dû durer, si les chasseurs argentins avaient pu rester plus longtemps au-dessus des Malouines, ça aurait été sans doute un petit peu plus difficile pour les Sea Harriers pour les contrer. Il y a eu... les Sea Harriers n'ont pas perdu d'avion au combat. Il n'y a pas eu de victoire aérienne argentine à ma connaissance. Il y a eu quand même quelques victoires aériennes de la part des Sea Harriers. Il y a même un pilote qui a eu obtenu 3 victoires aériennes. On n'a pas fait un as, mais voilà, on a quelques pilotes du côté de la Royal Navy, de l'Air Force, qui ont ramené des victoires aériennes. Alors, il y en a eu des victoires aériennes contre des A4 Skyhawk, il y en a eu 0 contre les super étendards, il y a eu une victoire aérienne contre un C-130 Hercule, il y a eu donc là, un avion non armé, c'est moyen. Il y a eu une victoire aérienne contre des hélicos, il y a eu des Pucara aussi qui sont passés. Enfin, ça a été quand même assez violent. Il y a eu des affrontements aériens assez violents. Mais ça, voilà, la deuxième escadrille de chasse et d'attaque argentine, 4 avions, 10 pilotes, 5 missiles, ils ont déjà dégagé une grosse unité de la Royal Navy. Ce qui se passe, c'est que entre-temps, la reconnaissance qui était assurée par les P2 Neptune, il y a eu une petite interruption parce qu'en fait, le P2 Neptune qu'ils utilisaient pour la reconnaissance, l'avion était à bout de potentiel. Il a été arrêté de vol mi-mai. C'est-à-dire que tu as un pays qui est en pleine guerre, vous avez besoin de moyens de détection, de reconnaissance, de lutte anti-navire. Votre meilleur avion sur cette mission-là, il est à bout de souffle. Et il est retiré du service en plein milieu du conflit. Et ça a beaucoup influé sur les combats et sur les missions des super-étendards. Alors, ils ont pu avoir un relais par des trackers, mais le tracker n'a pas les mêmes capacités électroniques que le Neptune. Alors, maquette montante, est-ce que le Pucara avait été utilisé pendant la guerre des Malouines, des Falklands? Oui, il y avait des Pucara qui étaient basés aux Malouines, puisqu'il y avait une base, il y avait quelques aérodromes, et un sur lequel ils avaient pu faire une base aérienne, qui a été bombardée d'ailleurs aussi par les bombardiers Vulcan, notamment. Les Pucara ont été utilisés quand les Britanniques ont débarqué pour la fuite-feu. Ça s'est terminé, où les Britanniques ont réussi à capturer un Pucara, et il me semble qu'au musée de la Royal Air Force à Hendon, il y a un Pucara qui est exposé. C'est un Pucara qui a été capturé aux Malouines. Et c'est d'ailleurs la seule guerre où le Pucara a servi. C'est une machine assez marrante, effectivement. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Pucara, c'est un biturbine en tandem qui est optimisé avion d'attaque au sol avec un armement. Il y a pas mal de bombes. C'est pas un avion très lourd, mais il emporte pas mal de petites bombes. Et puis il a des canons. Donc ça fait un avion on va dire que c'est le A10 du pauvre, voilà. Mais il a des états de service qui sont remarquables. Ça, c'est un tableau de Bechneck, Daniel Bechneck, qui est un des dessinateurs du FANA, qui, il y a quelques années, avait produit cette toile pour AMDBA pour illustrer l'attaque des super-étendards contre le Sheffield. Parce que on n'a pas beaucoup de photos non plus de ces opérations-là. Donc, c'est là où les artistes ont leur mot à dire. Et donc, il y a une deuxième mission qui est lancée le 23 mai par Roberto Agoteragare et José Rodriguez. Eux ne trouvent pas l'objectif, rentrent à la base. 2 jours plus tard, le 25 mai, jour de fête nationale, 2 pilotes ont prévu une mission, donc chacun avec un Exocet. Il y a le super-étendard 203 et le super-étendard 204 qui sont engagés. Sur le premier, c'est Roberto Kurilovic qui est aux commandes, et l'autre, c'est Julio Barraza, qui est donc sur le 204. Ils font un premier décollage, mais je ne sais plus ce qui se passe, il y a un problème, la mission est annulée, ils reviennent se poser, ils redécollent à 14h30, et ils vont faire un premier ravitaillement en vol, ils se rapprochent de la flotte britannique, ils détectent une grosse unité, ils tirent leurs missiles, et ils rentrent. Ils ravitaillent en vol entre-temps. C'est une mission qui a duré 4 heures, avec 2 ravitaillements en vol. Donc ça vous donne une idée de l'intensité quand même des opérations. Et ils ont tiré sur une grosse unité, et ils ne savent pas sur quoi ils ont tapé. Et c'est que grâce au communiqué britanniques qu'ils ont appris qu'en fait ils avaient tapé un porte-conteneur, le Atlantic Conveyor. C'est un navire civil en fait, l'Atlantic Conveyor, c'est un gros bateau qui fait 212 mètres de long. C'est un porte-conteneur de la Cunard qui a été réquisitionné pour les opérations comme navire de transport. Alors, il transporte des hommes, des munitions, du matériel, mais aussi des Harrier, des hélicoptères Lynx, des hélicoptères Wessex et des Chinook. Ça donnait ça à bord de l'Atlantic Conveyor. Alors, vous avez des conteneurs qui sont là mis en protection.
Ça va pas protéger grand-chose, mais bon, c'est au moins symbolique. Et vous avez les Harriers qui étaient à bord et qui pouvaient décoller de la plage avant, grâce à la capacité de décollage et d'atterrissage vertical du Harrier. Et puis, une fois que les Harriers ont été livrés, il était sur cette configuration-là. Ils avaient livré tous les Harriers, ils avaient livré un Chinook, le Bravo November, oui, c'est ça, Bravo November. Et il restait tous les autres hélicos à bord. Et il a été frappé par 1 ou 2 missiles. Ça, on ne sait pas trop si les deux ont touché. Mais comme pour le Sheffield, grosse explosion, incendie, 12 morts, dont le capitaine du navire qui s'est noyé au moment de l'évacuation. Pour la petite histoire, comme il était au milieu de la flotte britannique, les hélicoptères de sauvetage sont arrivés très très vite pour sauver l'équipage. Le premier hélicoptère à se présenter au-dessus de l'Atlantic Conveyor pour extraire des rescapés était piloté par le prince Andrew. C'était un Sea King et le prince Andrew était pilote dans la Navy à l'époque. Il s'avère qu'en fait le cargo, vu où les super-étendards ont tiré, le cargo a masqué le porte-avions Hermès qui était juste derrière. C'est-à-dire qu'ils avaient détecté effectivement une grosse cible, mais en fait il y en avait deux. Et si l'Atlantic Conveyor avait été positionné différemment, c'est peut-être le porte-avions qui aurait été touché. Le bateau brûle et coule. À bord, les hélicoptères sont perdus. Les opérations de débarquement des troupes britanniques au Malouines ont déjà commencé. Les hélicoptères lourds vont énormément manquer. Il n'y a qu'un seul Chinook qui a résisté, enfin qui a survécu et qui a donné de gros services, mais un seul, c'était pas assez. Et en gros, ça a entraîné les troupes britanniques à traverser les Malouines à pied plutôt qu'en hélicoptère. Donc ça a compliqué un petit peu les opérations. Pour la petite histoire, le Bravo November, l'hélicoptère donc qui a survécu, enfin qui n'était pas sur l'Atlantic Conveyor au moment où il a été touché, je me demande s'il n'est pas encore en service. Il a été upgradé à plusieurs reprises, mais la dernière fois que j'avais regardé, c'était vers 2020, il était toujours opérationnel. Lui, s'il finit pas au musée, du côté des super-étendards, à ce moment-là, on a tiré 4 missiles sur 5 et ils ont fait 2 gros coups. Ils ont coulé le Sheffield, ils ont dégagé l'Atlantic Conveyor. Arrive la dernière mission, puisqu'il reste un missile, et ils vont le tirer. Ça se passe le 30 mai 1982. Deux pilotes, Alexandro Francisco sur le 202 et Luis Colavino sur le 205, ils attaquent à nouveau la Task Force. Ils tirent le dernier missile en direction d'une grosse cible. De retour à la base, ils revendiquent avoir tapé le porte-avions Invincible, ce qui n'a jamais été démontré. Visiblement, le missile aurait pu être leurré. Et ils ont donc tiré tous leurs missiles. À partir de ce moment-là, les super-étendards ne servent plus à rien et ils retournent sur leur base d'origine, un peu plus au nord. Fin de la guerre pour eux. On est le 30 mai 25, la guerre se termine le 10 mai avec la reddition des troupes argentines qui étaient donc sur les Malouines, parce que tous les militaires, tous les soldats qui avaient débarqué avaient fini par reprendre toutes les positions argentines. La supériorité aérienne des Harriers sur les Malouines empêche vraiment les avions de combat d'arriver. Alors même si les pilotes argentins ont été vraiment très courageux et qui ont vraiment fait des missions de combat vraiment très dures et qui ont eu des grosses pertes, n'ont pas lâché l'affaire. Ils sont arrivés, enfin ils attaquaient quand même les bateaux qui étaient eux-mêmes défendus par des missiles, par des canons, tout ce que vous voulez. Ils les attaquaient à la bombe lisse à basse altitude avec des AK Skyhawk. Ça donne des histoires de pilotes qui sont juste extraordinaires. Alors la cause, comme toutes les invasions de pays, c'est des causes discutables, mais en tout cas le courage des pilotes argentins, il est indéniable et c'est évident. Et bon, les soldats anglais n'ont pas démérité non plus, hein. Il existe une rumeur infondée d'un message anglais ici HMS Conveyor avons reçu une explosion à bord. Ouais, c'est possible qu'il y ait eu des messages d'alerte en tout cas. Il a été tapé par le Conveyor, il a été tapé par 1 ou 2 missiles, ça c'est quasiment... Enfin, au moins un missile, 2 peut-être, on ne sait pas. Et ça l'a envoyé par le fond. Et ce qui est très important dans cette histoire, c'est que tout le matériel qui a été perdu avec l'Atlantic Conveyor a réellement beaucoup manqué pour le reste de la guerre. Et c'est là qu'on fait des calculs. On s'est dit qu'à quelques semaines près, s'il y avait eu 14 missiles, s'il y avait eu 14 super-étendards, à raison de 2 missiles par cible, il y aurait eu 6 bateaux coulés, 6 bateaux britanniques coulés au large, avec des gros dégâts, avec la possibilité de taper des porte-avions. Imaginez qu'un des porte-avions britanniques a été touché, donc ça a obligé à reculer toute la task force un petit peu plus.
Le sort de la guerre aurait été changé parce que il faut pas oublier un facteur, ça se passe dans l'Atlantique Sud. On est en automne, l'hiver va arriver et les hivers sont très très rudes là-bas. On est très 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 au sud. Et c'est d'ailleurs pour ça que les opérations sont déclenchées en avril. C'est à un moment où les températures sont encore acceptables et donc on peut lancer des opérations. Et d'ailleurs, je pense que les Argentins faisaient un peu le même calcul que les Allemands quand ils ont envahi la Russie, en disant on a le temps. Et ils n'avaient pas pensé pas envisagé en tout cas que la réponse britannique serait si rapide. Parce qu'après, l'hiver, il fait très très froid là-bas, le climat est très très dur. Les Anglais n'auraient pas pu combattre de la même manière, donc les Argentins auraient pu solidifier leur position. Ils n'ont pas eu le temps de le faire, parce que les Britanniques ont réagi très très vite. Mais quand on fait le calcul de ce qu'auraient pu faire les super-étendards en Argentine s'ils avaient été plus nombreux, s'ils avaient été livrés plus tôt, ou si la guerre avait été déclenchée une année après, pour peu que les Anglais n'avaient pas été mis au courant, n'avaient pas renforcé leur position, l'histoire aurait été vraiment très très différente. En fait, on aurait été dans un cas où la reconquête des Malouines aurait sans doute pas été possible, beaucoup plus longue, beaucoup plus sanglante. Voilà, on va pas faire des what if, mais on est dans ce cas de figure-là. J'ai entendu aussi un bombardier anglais qui a fait une mission de dingue avec plusieurs ravitaux. Oui, c'est l'opération Black Buck. Ils sont partis de l'île d'Ascension. Il y a eu, pour envoyer un bombardier Vulcan, taper 4-5 bombes sur la piste qui était utilisée par les chasseurs aux Malouines. Je crois que c'est quelque chose comme 20 ou 25 ravitailleurs en vol qui ont été mis en vol, parce que les ravitailleurs ravitaillaient les ravitaillés, qui ravitaillaient eux-mêmes, qui se ravitaillaient eux-mêmes, et au final, il en restait 2 qui ont ravitaillé le bombardier. Et en gros, on a mis 25 avions en l'air pour larguer 4 bombes. Il y a de très très bons livres sur la guerre des Malouines, c'est l'opération Black Buck, et je pense qu'il y a une bonne page Wikipédia qui va te l'expliquer. Et je crois que c'est au cours d'une opération Black Buck où il y a un Vulcan qui a eu un problème technique, qui s'est dérouté sur Rio de Janeiro. Là aussi, au niveau diplomatique, il s'est passé plein de choses. Mais oui, la guerre des Malouines, c'est un conflit ahurissant, avec une projection de force britannique à des milliers de kilomètres de la base la plus proche. C'était un défi stratégique de reprendre les Malouines aussi rapidement. Ça, c'est le nez d'un des super-étendards qui a participé donc aux opérations, Sheffield coulé, Atlantic Conveyor coulé, et l'Invincible, on ne sait pas trop. Et c'est assez honnête finalement, ils l'ont tiré dessus, mais ils ne savent pas. Eux, ils sont persuadés de l'avoir endommagé. Les Britanniques disent que non, il n'y a aucune photo qui l'atteste. Alors évidemment, il y a des gens qui vont dire, bah oui, mais le Invincible, quand il est rentré en Angleterre, il est parti directement dans un chantier naval. J'aurais tendance à dire, bah ouais, quand tu as passé 6 mois en mer, la première chose que tu fais, c'est que tu as des réparations à faire sur n'importe quel bateau. Vous prenez le Charles de Gaulle, quand il rentre à la base après 6 mois de mer, il y a du chantier naval derrière. C'est un truc absolument normal. Voilà, les super-étendards argentins, ça c'est le 02 qui a participé donc à ces opérations-là. La suite de l'histoire des super-étendards argentins, donc on a vu qu'ils étaient bien pilotés par des pilotes argentins, on a les noms, on ne sait pas qui a tiré le missile qui a fait mouche, eux-mêmes ne le savent pas, mais c'est pas grave. Et on sait donc qu'il y avait donc 11 Français qui étaient sur la base, d'où les super-étendards ne partaient pas. Donc ça, c'est fait, c'est dit. La suite de l'histoire des super-étendards, c'est que le reliquat de la commande est livré à fin 82. Voilà, la guerre est finie, les Anglais ont repris pied aux Malouines, ils ont renforcé leur défense. Il y a une base aérienne maintenant aux Malouines où il y a des Typhoons, et je ne serais pas surpris qu'il y ait des F-35 maintenant. Autant dire que la force aérienne argentine, qui n'était pas d'une très très grande puissance, en 82, ça n'a pas beaucoup amélioré. Et là, je pense qu'ils n'ont plus les moyens de les reconquérir. Malgré tout, chez les Argentins, j'en ai quelques-uns parmi mes contacts, on sent que le côté les Malouines nous appartiennent, ou les Malouines on reviendra, Malvinas volveremos, c'est un slogan qui est très 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 fréquent en Argentine. En 2016, la France, elle met à la retraite ses super-étendards. À ce moment-là, les super-étendards argentins, qui sont des super-étendards non modernisés, alors que la France utilise des SEM, super-étendards modernisés, les avions argentins volent quasiment plus, il n'y a plus de budget, il n'y a plus de pièces détachées, il n'y a plus de budget, il n'y a plus de pièces détachées parce qu'il n'y a plus de budget tout simplement.
Et l'Argentine se rapproche de la France en disant bah, vos avions, là, vu que vous en faites plus grand-chose, bah, nous, ça nous intéresse. Et visiblement, il y a eu un contrat qui a été signé. Alors, certains chiffres circulent, il serait question d'un contrat de 14 millions d'euros pour 5 super-étendards modernisés français venant d'être retirés du service et que l'Argentine souhaitait acquérir. Et ça, c'est fait. La photo que je vous montre là à l'écran, c'est un super-étendard français recouvert d'un emballage de protection qui est hissé à bord d'un bateau qui va l'emmener en Argentine. Et il y a effectivement eu 5 avions français qui ont été transférés vers l'Argentine en 2018. Il s'agit des super-étendards numéro 1, 31, 41, 44 et 51. Ils sont transférés par bateau en 2019 avec le simulateur de vol qui était à Landivisio. Parce que l'Argentine a besoin de renforcer ou d'utiliser les avions comme réserve de pièces détachées, voire de faire voler les super-étendards pour remplacer ceux que ils n'ont pas volé depuis longtemps, ils sont bons pour la poubelle, quoi, tout simplement. C'est pas tout à fait les mêmes avions, ils n'ont plus les mêmes équipements. Les super-étendards français ont vraiment évolué, ont été dotés de nouveaux systèmes. Ils ont fait des guerres en Afghanistan, ils ont participé à la Libye, ils ont fait jusqu'au Levant. Les dernières opérations, c'était au Levant. On leur a vendu donc les derniers qui étaient en état de vol. En 2016, quand les super-étendards sont retirés du service, ils sont donnés pour être rincés. En gros, ils arrivent en bout de potentiel, ils sont arrêtés au moment où si on veut les prolonger, il faut faire des grandes visites. Les grandes visites, ça coûte cher. On dépoile l'avion, on met on change toutes les pièces qu'il y a à changer, et puis l'avion est bon pour le service à nouveau. Et on leur a livré des avions en leur disant, bah voilà, en état, à vous de faire les grandes visites, à vous de se débrouiller. Et effectivement, ils sont livrés sur place. Et en 2020, il y a une vidéo qui montre le super-étendard 44 en train de rouler. Elle est disponible sur YouTube, vous pouvez la trouver. En train de rouler, mais il y a des trucs bizarres. Déjà, il n'y a pas les bidons, donc l'avion a une drôle d'assiette. Et puis surtout, le pilote, il est assis dans un truc... c'est pas un siège éjectable. Parce que les sièges éjectables des avions français et des super-étendards argentins sont des sièges éjectables Martin Baker Mark IV, produits sous licence en France, mais sous licence britannique. Et les Britanniques ont dit non, non. Vous faites ce que vous voulez, mais on a encore le droit de vous dire non, les sièges éjectables, vous ne les transférez pas à l'Argentine. Ouais, il y a encore un petit peu de rancune là. Donc les Argentins se retrouvent avec des super-étendards dont ils ne peuvent rien faire parce qu'il n'y a pas de sièges éjectables. Parce que les sièges éjectables qu'ils utilisent, qui sont des productions Martin Baker, alors déjà la France, les Mark IV, ça fait longtemps qu'on les a largués, il me semble que les super-étendards avaient été modernisés à ce niveau-là. Et donc, s'ils veulent utiliser des... Il y a des trucs qui se périment sur les sièges éjectables, c'est les charges. Les charges explosives, elles ont une durée de vie, et quand la durée de vie est passée, il y a le risque qu'elle n'explose pas. Donc, tu es là en train de tirer ta poignée, et le truc part pas. Bon, c'est là que tu te fais des cheveux blancs, quoi. Ça, c'est une photo de la base argentine où sont les super-étendards. Là, on en voit 3 qui ont le camouflage français. Tous les autres sont des super-étendards de première génération argentine, et ils ne volent plus. La carrière du super-étendard est finie. Ceci dit... Néanmoins, il y a très régulièrement, et je le vois sur les réseaux sociaux argentins, des articles qui disent on est à la recherche d'une solution locale pour justement, par exemple, travailler sur les charges des sièges éjectables qu'il va falloir faire certifier, etc. Donc en gros, récupérer les fameux Mark IV et juste trouver... faire des charges explosives qui soient équivalentes à celles que Martin Baker utilisait, mais simplement Martin Baker ne va pas vous donner les informations dont vous avez besoin, donc on sans doute faire beaucoup d'essais, etc. Mais ils ont toujours le projet de faire revoler leur super-étendard. Ça fait 5 ans que ça dure, il n'y a rien qui bouge, mais globalement, régulièrement, on a des informations en provenance de l'Argentine en disant on les fera voler, vous inquiétez pas, on continue à travailler sur le sujet. Parmi les super-étendards qui sont partis donc en Argentine, il y a celui-ci, le 1. Ça, c'est une photo que j'ai faite moi à bord du Charles de Gaulle en 2004. Le 1 était toujours opérationnel. Le premier super-étendard de série est resté opérationnel du début à la fin. Ça donne une idée de la solidité de l'engin. C'est dommage parce que celui-là a bien mérité de finir dans un musée en France. Le musée de l'air a un super-étendard, c'est le numéro 64, si mes souvenirs sont bons. Mais le 1, ça aurait été bien de le préserver en France parce que là où il va être en
en Argentine, il ne reviendra jamais. Et ça, c'est donc un super étendard à la Plantation Charles de Gaulle en mer Rouge en 2004, un de mes plus beaux reportages. En fait, si je m'intéresse au super étendard, c'est que j'avais un projet de livre sur le sujet, donc autour de 2004. Et malheureusement, le projet est tombé à l'eau parce que l'éditeur a disparu et que je n'ai pas relancé. Mais j'ai eu la chance, pour ce reportage, de passer une semaine à bord du Charles de Gaulle en mer Rouge, donc pour faire des photos de super étendards. Et il y avait déjà des rafales à l'époque. C'est un de mes souvenirs les plus... Enfin, c'est un chouette souvenir. Et donc, c'est un avion sur lequel j'ai... Ouais, c'est un avion qui m'intéresse beaucoup et qui a une histoire qui est assez forte. Parce que l'histoire du super étendard, l'histoire française est assez forte. L'histoire argentine, on vient de le voir, elle est compliquée, mais elle est forte aussi parce qu'il y a des faits de guerre qui sont absolument superbes. Mais ce qui s'est passé en 82 a attiré l'attention d'un autre pays en guerre, l'Irak, qui était au cœur aussi d'une bataille navale, puisqu'il y avait les pétroliers qui venaient se ravitailler chez son ennemi dans le golfe Persique. Et Saddam Hussein a vu ce que le missile Exocet avait fait au Malouines et il s'est dit c'est ce dont j'ai besoin moi pour armer ma force. Allô Marcel, ça c'est notre histoire, on vous la racontera un autre jour parce que c'est l'heure. Voilà, l'affaire des super étendards irakiens, on en parlera une prochaine fois, puisque la semaine prochaine, comme je vous l'ai annoncé, Jérôme Laval est à Paris. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Jérôme est pilote de tracker au Cal Fire, donc pilote de bombardier d'eau aux États-Unis. C'est quelqu'un qui a une carrière qui faisait 29 ans de carrière chez les bombardiers d'eau américains. Il a volé sur C-130, sur des C-4, sur P-3 Orion, sur Bronco, et maintenant depuis une douzaine d'années, donc il est sur Tracker. C'est un pilote français, c'est surtout un copain. Il est à Paris là pour quelques jours, donc je l'ai invité à venir à la maison. On va faire l'émission, ce ne sera pas un lâcher solo, ce sera un lâcher avec instructeur, puisqu'il est instructeur aussi sur Tracker au Cal Fire. C'est lui qui forme les pilotes qui vont attaquer les feux cet été. Et donc, on va faire une émission, on débriefera un petit peu ce qui s'est passé au mois de janvier du côté de Los Angeles, même si lui, il n'a pas participé. Il a des choses à nous raconter sur ce qui s'est passé à cette époque-là, sur comment se prépare la saison aux États-Unis, ce qu'il a fait et comment il a formé les pilotes là ces dernières semaines. Donc, ce sera une émission un petit peu hors série. C'est la 3e fois qu'il vient donc sur le plateau de Lâcher Solo, et à chaque fois on s'est régalé. Donc rendez-vous donc la semaine prochaine à 18h avec Jérôme. Il a une carrière extraordinaire et c'est surtout quelqu'un d'extraordinaire dans le sens où il accepte et il aime parler de son métier. Il y a des pilotes qui sont un peu plus réservés sur ce qu'ils ont fait. C'est quelqu'un qui est très ouvert à la discussion, qui aime beaucoup parler de son métier, qui a une très très grosse expérience et qui a des choses à dire et puis comme on se connaît bien, on sait que voilà, ça se passe bien. C'est quelqu'un qui a un vrai parcours. Et Maquettement Vôtre qui nous dit Aérobuzz en attendant le prochain live, celui-ci, merci. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Oui, on aurait pu aussi parler des livres sur la guerre du Malouines, peut-être qu'on se réservera le sujet pour une prochaine fois. Je vous donne rendez-vous donc vendredi prochain 18h, lâcher solo spécial avec Jérôme Laval, pilote de bombardier d'eau au Cal Fire. Je vous souhaite un excellent week-end et on se voit la semaine prochaine, à très vite.